Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret, pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! La plupart des transitions professionnelles ne commencent pas par une grande révélation ou une envie irrépressible de faire autre chose de son quotidien professionnel. Bien souvent, l'envie de changement commence par un manque d'élan ou par un manque de sens. C'est une petite voix intérieure qu'on entend mal parce que sur le papier, on a toutes les bonnes raisons de rester dans la voie que l'on a empruntée jusqu'ici. Et c'est d'ailleurs l'histoire de Marie-Élise Vallée. Quand elle me contacte en 2022, elle est ingénieure qualité dans le secteur pharmaceutique. Un poste intéressant, une équipe bienveillante, une responsable soutenante, un début de carrière qui pourrait sembler idéal. Sauf que son corps, lui, ne suit plus. Marie-Élise ressent une grande fatigue, fait des tendinites à répétition, traverse de l'anxiété, jusqu'à ce qu'elle se retrouve en arrêt maladie. C'est le déclic pour elle. Cette vie professionnelle ne peut plus continuer ainsi. C'est donc à ce moment-là qu'elle entame un processus de réflexion sur une éventuelle transition professionnelle avec moi en coaching. Cet espace de réflexion a été l'impulsion d'une profonde réappropriation de ses aspirations et le point de départ de la construction d'une vie professionnelle plus en phase avec ses envies et ses besoins. 4 ans plus tard, j'ai donc convié Marie-Élise à mon micro et elle est venue nous partager ses dernières années d'évolution professionnelle. Elle est devenue graphiste et motion designer avec un projet qui lui ressemble. Mettre sa culture scientifique au service de la communication visuelle dans les secteurs santé et pharma. Je le dis très souvent aux personnes que j'accompagne, mais les ponts se font toujours entre nos différentes expériences et phases de vie professionnelle. La Marie-Élise ingénieure et la Marie-Élise graphiste cohabitent pleinement aujourd'hui. Marie-Élise vient donc nous parler de cette transformation professionnelle qui s'est révélée être aussi une transformation identitaire. Cet épisode du Tilt est sponsorisé par Manpower Group Talent Solutions qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les talents face aux grandes mutations du marché de l'emploi. Leur mission, construire un monde du travail plus humain, plus inclusif, plus durable. Et forcément, ça me parle. À travers leurs actions dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'inclusion, ils s'engagent à faire évoluer les pratiques et à créer des environnements où chacun et chacune peut trouver sa place, quel que soit son âge, son parcours ou sa situation. Autant vous dire que dans un moment de transformation comme celui que nous vivons actuellement, c'est un acteur particulièrement pertinent et éclairant. Merci à eux pour leur soutien et moi, je vous souhaite une bonne écoute de ma discussion avec Marie-Élise Vallée. Bonjour Marie-Élise. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Merci. Marie-Élise, on se retrouve des années après ton coaching. Tu as suivi un accompagnement collectif. C'était en quelle année ? On a commencé en 2022, on a fini en 2023. Ouais, septembre 2022, février 2023, je crois. Ouais. Donc ça fait 3 ans et demi aujourd'hui. Ouais. Tu as eu un changement professionnel ces dernières années qui est hyper intéressant. J'ai vraiment hâte que tu le racontes à mon micro. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter sans parler de ton travail, s'il te plaît ? Marie-Élise, je suis une Nantaise qui est partie sur Bordeaux. Je suis une personne curieuse qui trouve de l'intérêt dans à peu près tout, n'importe quel sujet. Voilà.
C'est quoi ton rapport intime au travail aujourd'hui? Je pense que j'ai un rapport au travail qui est assez identitaire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je pars du principe que le travail ne définit pas complètement qui je suis, mais ça fait quand même partie de moi. C'est quelque chose qui est très présent dans ma vie, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à travailler. Donc, j'ai besoin d'un alignement avec. Je suis prête à lui donner toute la place dont le travail a besoin, à condition qu'il peut me permettre d'être flexible sur mes besoins personnels. Donc c'est pour ça que je dis aussi rapport identitaire, puisque finalement, le perso est quand même un petit peu lié aussi. Mmh. Si ça C'est répond très un petit peu à ta intéressant. question, qui est quand même... Ouais, complètement, complètement. Et je sais que toi, tu as fait beaucoup de chemin sur cette Oui. question ces 4 dernières années. Et alors, on va pas spoiler nos auditeurs et nos auditrices maintenant sur ce que tu fais aujourd'hui. Mais est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait ta vie professionnelle avant le coaching ensemble? Alors, avant de te rencontrer, j'étais ingénieure en assurance qualité fournisseur dans une PME pharmaceutique qui avait un contexte très particulier, parce que cette PME avait une filiale avec qui elle a fusionné quand je suis arrivée en 2021, et qui avait en même temps été rachetée par un grand groupe américain. Donc un contexte assez spécifique. Mon rôle dans la boîte, c'était d'assurer la qualité des produits entrants. Donc ça passait par des audits des fournisseurs, de la contractualisation. Le contrôle qualité, je m'en occupais pas directement, mais par contre, quand il y avait des réclamations suite à ces contrôles, c'était à moi de me charger de tout ça. Euh, voilà, ça c'était pour Et, 2021 jusqu'à ce qu'on se rencontre. et du coup, qu'est-ce que tu aimais dans ce poste d'ingénieur initialement? Ce que j'ai aimé, c'était le challenge. C'était un poste qui était vraiment en mouvement. Je suis arrivée pour un stage de fin d'études. Et ce stage a abouti à une ouverture de poste, une création de poste, parce qu'à la base, ça n'existait pas. Au début, j'étais rattachée aux achats et ensuite, on a vraiment créé le poste ingénieur assurance qualité fournisseur. C'était un poste, justement, il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Du coup, dans mes tâches, c'était très diversifié. Comme je te disais, je pouvais faire du contrat, comme je pouvais faire de la réclamation, de l'audit interne, mais aussi du coup externe avec les fournisseurs. J'avais une équipe en or. J'avais une responsable qui m'a vraiment donné confiance en moi, en mes capacités, qui me donnait suffisamment d'autonomie pour que je puisse m'exprimer, mais un cadre aussi pour me rassurer. Puis globalement, la mentalité de l'entreprise, qui était plutôt bienveillant. Ça, je me rends compte des années après. J'étais jeune à l'époque, j'étais une femme, enfin, je suis une femme, et on me l'a jamais fait sentir que ça pouvait être un problème dans la carrière pour monter les échelons ou évoluer. Là où dans mes autres expériences, je me suis rendu compte que mon âge, par exemple, pouvait être une question. Euh, Mmh. c'était ouais, ce cadre était vraiment intéressant. Et alors, comment t'en es arrivé à être ingénieur? Pourquoi tu as suivi des études comme celle-ci? Parce qu'au lycée, j'ai hésité entre deux voies. J'ai fait une option art plastique qui m'a beaucoup plu. Sauf que suite aux études d'art plastique, de ce que m'expliquait mon lycée, on faisait forcément les beaux-arts. Et être artiste, beaux-arts, ça m'intéressait pas. Et j'avais un deuxième centre d'intérêt qui était les sciences et la biologie. Donc j'ai fait un bac S. Et j'hésitais à faire pharmaceutique ou quelque chose dans la biologie. Et vu mes capacités, on m'a incité à me renseigner sur tout ce qui était ingénieur bio. Et du coup, suite à ça, j'ai fait ingénieur biologie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le laboratoire. Un peu comme à NCIS, quand on voit Abby dans le labo. Au début, c'était un peu ça que je voulais faire, pour être honnête. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur pour travailler en laboratoire. J'ai fait des stages. Je me suis rendu compte que le laboratoire, c'était pas du tout fait pour moi. Et quand je dis que j'ai fait des stages, c'est que j'ai fait de la recherche publique, recherche privée, et j'ai même été en stage qualité. Et c'est là que j'ai découvert la qualité du coup, suite à ce stage en labo. Et mon école me permettait de me spécialiser en qualité. Quand tu es ingénieur, souvent tu commences par être un peu généraliste. Et puis la dernière année, tu te spécialises. Nous, on avait 5 spécialités possibles: la recherche, la conception et formulation, le marketing,
le génie des procédés ou la qualité. Et c'est suite à ce stage en labo où vraiment je me suis dit, le laboratoire, c'est pas pour moi. Je vais tester la qualité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en fait ingénieure qualité. Donc, quand tu étais au collège-lycée, tu avais ces deux appétences, en Oui, fait, à la fois les sciences et à la fois la créativité, l'art, c'est ça. etc. Très intéressant. On y reviendra, évidemment. Et donc, tu as signé ce premier CDI à l'issue de tes études. Ouais. Tu nous listais, tu nous partageais ce que tu aimais dans cette première expérience. Est-ce qu'il y avait des choses qui te pesaient, à contrario? Dès qu'on n'était plus dans du projet, mais plutôt dans quelque chose de plus quotidien, la répétition des tâches, la gestion de conflits, dit qualité, dit réclamation, gestion de conflits avec mes fournisseurs, mais surtout en interne. Je faisais le tampon justement entre les fournisseurs et parfois les commerciaux ou même les équipes de production. Même des fois, je faisais tampon entre les équipes de production et les commerciaux ou même les clients. Même si on avait un pôle vraiment assurance qualité client, du coup, des fois, j'étais en conflit justement avec la qualité client. Donc, tout ce qui était gestion de conflit, il y a aussi la petite flamme du début. Comme je t'ai dit au début, je suis quelqu'un de curieuse qui m'intéresse assez facilement aux choses. Donc, au début, j'étais hyper intéressée, hyper motivée par ce métier. Mais c'était pas une vocation, c'était pas une passion. Et donc, très vite, cette petite flamme, eh ben, ça a commencé un petit peu à s'éteindre. Il y avait aussi beaucoup de pression. On a passé une certification par la FNOR, une certification qualité ISO 13485. C'est une certification normalement qu'on passe en quelques années. Nous, on l'a passé en un an. Donc Ah vraiment, on ouais. l'a fait en accéléré, on l'a eu. Mais du coup, avec la pression qui va avec, et comme je te disais, le contexte était particulier, fusion de filiales, rachat par un groupe américain. Donc même si le cadre était bienveillant, que j'ai une responsable qui a aussi essayé de faire tampon entre moi et la hiérarchie, on avait quand même une hiérarchie qui était assez exigeante. Et puis il y avait aussi tout ce qui était management transversal. Ceux qui savent pas trop, management transversal, c'est quand on va manager des gens qui ne sont pas sous nous. Par exemple, les équipes de production n'étaient pas du tout dans les mêmes services. Euh, je faisais en sorte qu'ils mettent en place des actions pour justement assurer la qualité du produit, mais j'étais pas la responsable. Donc c'était à moi de trouver des solutions. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup d'énergie. Parce que c'est pas ma nature, en fait, d'imposer des choses aux autres. Et pour que le tout fonctionne, eh ben, il faut que ça communique. Et donc, on va dire que j'étais la personne qui permettait de faire ce lien. C'était pas du tout perçu comme ça. Et ça m'a déplu. Combien de temps t'es resté en CDI dans cette entreprise-là? Un an. Je suis restée un an. Et à partir de quand t'as senti que ça commençait à te peser, qu'il y a quelque chose qui allait pas Dès le le faire début sur des le long CDI. terme? Ah Je oui, crois qu'il a d'accord. été déclencheur, en fait. J'ai fait 6 mois de stage plus un an en CDI chez eux, donc je suis restée un an et demi. Je crois que ça a commencé un peu après justement ma signature du CDI parce que j'ai eu des problèmes familiaux. Il faut savoir que, ça j'en ai pas parlé, mais dans ce qui m'a pesé aussi, c'est que c'était sur Lyon, ce travail, et que ma famille, mes proches étaient sur Nantes. Mon chéri était sur Nantes aussi, donc je faisais beaucoup d'allers-retours. Euh, j'ai eu de la chance d'avoir pas mal de télétravail qui me permettait de faire des allers-retours. La boîte aussi m'autorisait à télétravailler depuis Nantes. Il était au courant. Mais c'est vrai que ça a ajouté une fatigue. Ouais, j'imagine. Et donc j'ai eu des petits soucis familiaux au moment de la signature en fait de ce CDI. Je pense que ça a pu faire partie des éléments déclencheurs. Et les vrais symptômes de ce qui m'allait pas, moi je me suis pas rendu compte que mon travail ne m'allait pas. En fait, je m'en suis rendu compte après coup, une fois que les Oh, symptômes waouh. se sont vraiment déclenchés. Donc ça Et c'était quoi? a commencé par de la fatigue. Donc au début je me suis dit bon bah tu passes d'un 35 heures à un 39 heures. Je fais beaucoup d'allers-retours. C'est normal que tu sois fatigué. Donc au début, c'était je rentrais le soir et j'allais me coucher tout de suite. Puis petit à petit, ça empiétait sur les week-ends. Donc les week-ends, quand j'étais toute seule sur Lyon, je me disais bon bah c'est pas grave, je profite d'être seule pour me reposer. Mais même les week-ends en famille, je commençais à somnoler par exemple à table avec mes proches, ce qui n'était pas ma nature de base. Bon, je suis allée voir le médecin. Il m'a fait un check-up parce que j'étais persuadée que j'étais malade. Et check-up bilan parfait. En parfaite santé, il n'y a pas de souci. Pour autant, je continue à fatiguer de plus en plus. J'ai commencé un petit peu à somnoler au travail. Ça commence à empiéter.
Et en Wow. parallèle de commencer à somnoler au travail, j'ai commencé à avoir des tendinites. Alors que je n'en avais encore jamais eu. Des tendinites au poignet. Donc j'avais eu 3 tendinites au poignet droit et 2 au poignet gauche dans un laps de temps de 6 mois. C'est énorme. Bah oui. Donc, Mais du coup, les tendinites, à ton avis, elles venaient de ta posture de travail ou parce que ton corps réagissait à cette fatigue, à cette perte de sens? sur le moment, je pensais que c'était dû à la fatigue. Maintenant, je sais que c'est parce que j'étais extrêmement tendue, donc tout le temps crispée en fait. Et donc ça partait du muscle au niveau des cervicales, des épaules. Je ressentais pas la douleur. Normalement, j'étais censée avoir mal vu comment c'était tendu, mais je ne ressentais pas la douleur. Et ça allait jusque dans les extrémités des poignets. Et comme c'est les poignets qui sont Wow. sollicités, parce que j'ai fait un travail de bureau, c'est par là que ça a commencé en fait la douleur. Mais je ne ressentais pas mon corps, j'étais complètement coupée des sensations corporelles qui auraient pu m'indiquer qu'il y avait un problème. Je m'écoutais pas du tout à l'époque. Enfin, c'est dingue parce que le corps, en fait, souvent, il envoie des Oui, signaux avant la tête, quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une structure du travail, une réflexion autour du travail où on écoute vraiment le corps en premier. c'est ma responsable justement suite à la répétition de cette tendinite qui m'a dit Marie, ça va pas. T'es vraiment fatiguée, ça se voit. Tu as des douleurs qui sont pas normales. Soit tu fais la démarche toute seule d'aller voir la médecine du travail, soit c'est moi qui prends le rendez-vous pour toi. Et là, tu n'auras plus le choix Oh, sur le waouh! camp. Donc, je suis allée voir la médecine du travail qui m'a écoutée. Et moi, je partais vraiment de juste, voilà, j'ai des petites douleurs, c'est pas grave. Et c'est elle qui m'a dit, écoutez, je vous laisse le choix, là encore. Soit vous allez voir votre médecin traitant et vous lui remettez une lettre que je vais vous donner, soit c'est moi qui le contacte. Et du coup, j'ai Ah pris ouais. rendez-vous au médecin traitant et on m'a arrêté. On m'a arrêté d'abord 3 semaines et puis on a renouvelé. J'étais arrêtée au total 6 semaines. Et, euh, et la première semaine d'arrêt a été très compliquée. C'est là où je me suis vraiment rendu compte que ça allait pas. Enfin, je faisais des crises d'anxiété que j'avais encore jamais fait. Là, toutes les douleurs du corps, je les ai toutes ressenties d'un coup. Tout Waouh. était Ok. apparu en fait, tout ce dont j'avais pas conscience est revenu d'un coup. Et en fait, cette première semaine d'arrêt, je me suis dit, il faut pas que je reste comme ça. Ça m'est arrivé une fois, plus jamais. Et c'est comme ça en fait que, donc ça c'était au mois de mai, j'ai repris le travail et ils ont aménagé mon poste. Quelqu'un m'a épaulé en plus pour diminuer la charge de travail. Donc moi, pendant un mois, on était en binôme sur mon poste pour ça. Et puis après, je suis partie. En partant, je me suis dit, bon, bah, maintenant que tu changes d'entreprise, c'est le moment de changer complètement. C'est comme ça que je t'ai appelé, que je t'ai contacté, D'accord. dans l'idée de ce qui s'est passé là. Ok, c'est Mhm. arrivé, ça ne doit plus revenir. Je pense qu'on s'est eu au téléphone en août parce que je Oui, me souviens très bien de où j'étais quand on a discuté ensemble la première fois. Il faisait hyper beau. Donc je pense que c'était en ouais, août. c'était Euh, début août. Ça a été quoi ton cheminement entre mai et août euh, qui t'a fait te dire, OK, j'essaie de trouver une solution pour vraiment structurer la réflexion pour la suite de ma carrière? Comment t'en es arrivé à ça? Bah, en fait, déjà, j'avais essayé de mon côté de mettre des choses en place. Je n'y arrivais pas. Bon, déjà, j'avais pas l'énergie. Comme quoi, par exemple? Je ne vivais plus que pour mon travail. Je ne faisais plus rien à côté. Donc, j'avais essayé de remettre un peu de création. Mon mari, à l'époque, était encore à l'école. Il avait la suite Adobe. Je commençais un petit peu à me former dessus. Donc, ça a C'est commencé. vrai, je Oui, me souviens. c'est comme ça que ça a commencé, mais je n'arrivais pas à m'y tenir, en fait. Ou essayer de faire l'exercice des petits pas. Maintenant, je sais que ce n'était pas des petits pas que je me fixais, mais des grands pas. Et ça a échoué tout le temps, en fait. J'arrivais pas à sortir de ma routine de travail, alors que j'avais vraiment cette envie de bouger. Et donc, je me suis dit, bah là, je peux pas y arriver toute seule. Enfin, je j'ai pas les clés. Il y a quelque chose que, pourtant, tu vois, je me documentais, j'écoutais déjà ton podcast, je prenais des notes. Enfin, vraiment tout un cheminement où je voulais vraiment changer tout ça. Mais je ne savais pas comment. Et quand j'essayais de mettre quelque chose en place, j'allais jamais au bout.
Donc c'était un peu ces échecs sur échecs, c'est des échecs, ces micros-échecs qui ont fait que je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse accompagner. Après, par qui, sous quelle forme, ça, je ne savais pas trop. Et c'est quand on s'est appelé que je pense que j'ai eu ce déclic. Parce que je me rappelle, moi, de l'appel. C'est marrant parce que tu avais fait une story il n'y a pas très longtemps qui en parlait. Quand on s'est appelé, moi, je m'étais dit, OK, on va faire rework, c'est 4 mois. Allez, 2 mois après, c'est bouclé. En gros, en Ah oui, 6 mois, c'est fait. bien sûr, Bon, évidemment. ça se passe pas trop comme ça. Et tu m'as justement bien expliqué que ça allait pas se passer comme ça, que ça allait dépendre de moi, des choses que j'allais faire. Et sur le moment, je partais pas sur une reconversion. Je partais sur on va réaménager mon poste pour qu'il s'adapte à moi. Donc vraiment, j'ai vraiment évolué pendant le coaching et après. Hmm. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, la story à laquelle tu fais Mmh. référence. Effectivement, tu vois, des années après, je dis toujours la même chose parce qu'on Ouais. me pose toujours les mêmes questions, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très important. Donc, je disais en story il y a quelques jours que souvent, quand on m'appelle en appel découverte, on me dit oui, moi, je suis OK pour faire un accompagnement. Par contre, dans 3 mois, ça doit être plié Ouais. pour telle ou telle raison, etc. Ce que je peux vraiment entendre parce qu'on a des contraintes et Mmh. on se fait des plans aussi pour pouvoir avancer et c'est bien normal. Mais la transition professionnelle, c'est un peu un processus dont on ne sait pas la durée. Il y a Alors, des gens qui vont faire une transition professionnelle en 1 mois et demi pour plein de raisons, ils ont déjà plein de choses en place et puis c'est possible mmh. rapidement. Et puis, il y a des personnes qui vont prendre plus de temps, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois. Et puis, il y a des gens pour qui ça prend plusieurs années. Et c'est OK, en fait, c'est le processus de chacun et on ne peut pas le prédire. Donc, hyper intéressant que tu puisses le partager aussi à mon micro. Et je reviens sur le mot que tu as utilisé, tu as dit, tu as fait rework. Et donc, je pense que les gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est Ah oui. rework. C'était le nom de mon accompagnement en coaching collectif à l'époque, qui est en pause depuis un moment maintenant, qui reviendra peut-être, on ne sait pas. Et donc, du coup, ça s'appelait Rework. Et vous étiez 5 dans ce groupe de coaching-là. Toi, c'était quoi tes peurs et tes attentes quand on s'est appelé et que tu t'es dit, allez, c'est bon, j'y vais, je me lance dans cet accompagnement-là? Je voulais quelque chose de concret. Je voulais des outils, une méthodo, un cadre en fait. Puisque comme je disais, j'essayais de mettre tout dans mon coin, mais ça ne fonctionnait pas. Donc là, je voulais justement ce cadre pour me donner des clés en fait pour avancer. C'était surtout ça. Ce qui me faisait peur, c'était de ne pas réussir en fait à faire cette transition de carrière, peu importe la forme sur laquelle je partais. J'avais peur d'être une grande irrécupérable et que le travail, c'était forcément pas fun et douloureux et que ça allait être pour la vie. J'avais à l'époque une vision très négative du travail et j'avais vraiment peur que cette vision devienne réalité. C'est-à-dire? Bah, tu vois, avec cet arrêt maladie, alors que le cadre était parfait, enfin, quand je dis parfait, c'est que je te parle d'une équipe bienveillante avec une responsable qui a vraiment pris soin de moi. Euh, Pour quelqu'un qui a vraiment envie d'être ingénieur qualité, je pense que j'avais vraiment le job parfait. Donc sur le papier, c'était parfait. Et pour autant, je me suis sentie vraiment mal au bout d'un moment, en fait. C'est pour ça que j'ai eu cet arrêt. Et je me suis dit, mais en fait, ça peut pas être. J'ai vraiment l'impression que le travail allait forcément être que de la douleur. C'est ça. Ouais. Hmm. Puis même Oui, dans le mon tripalium. entourage, j'ai des exemples de proches où le travail, c'est un sujet compliqué. Hmm. Ouais. Mais parce que ça peut aussi être une Ouais, réalité comme ça, mais c'est pas la seule qui non. existe. J'avais peur que Et ça c'est ce qu'on soit a. la seule, justement. Hmm. Bon, bah, je suis contente Ouais. que tu aies pu déconstruire ça. On va creuser aussi dans notre discussion comment t'en es arrivé à transformer ça. Euh, du coup, est-ce que tu as hésité à rejoindre le programme Rework à l'époque? Non. Non, parce que justement, je sentais que j'avais besoin d'être accompagnée. La discussion qu'on a eue, moi, m'a mise en confiance, justement, où tu as pris le temps de déconstruire ça se fera peut-être pas en 3-4 mois, ça se fera peut-être plus, peut-être moins. Ça va dépendre de toi. Euh, et je trouve que quand on s'appelait, tu m'avais très bien cerné. Vraiment, Ah ouais? t'avais bien mis les bons mots et j'étais bon. De toute façon, j'ai besoin, donc allons-y. Et je regrette pas.
Eh ben, trop bien. Tu vois, on est Ouais, là 3 ans et demi c'est plus tard ça. à discuter. Et justement, hem, ça fait un moment maintenant, ça fait 3 ans et demi. Mm. Est-ce que tu saurais me dire ce qu'il reste du travail qu'on a mené ensemble, des années en arrière? J'ai toujours mon petit carnet de notes de l'époque. C'est vrai? Ouais. Des fois, ça m'arrive de le réouvrir. Génial. Euh, des outils. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des pas, des micro-pas. Je pensais que je faisais des micro-pas. Je me suis rendu compte que je ne faisais pas des micro-pas. J'ai appris à en faire. Et puis, pour donner un autre exemple d'outil que tu nous avais donné, c'était le principe de la balance où tu fermes les yeux et puis tu regardes ce qui se passe au fond de toi quand tu fais un choix. Ça m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser, par exemple. Et puis, Génial. c'est les prises de conscience de l'époque que j'applique toujours aujourd'hui. Et Comme quoi, par exemple? s'écouter plus. Mais c'est pas parce qu'on s'écoute plus que ça veut pas dire qu'on n'écoute pas les autres non plus. Et puis, me rendre compte que tout ce qui est justement la créativité, tout ça, ça faisait partie de moi. Un choix que j'ai pris aujourd'hui, que j'ai pris à l'époque, en fait, et que je suis toujours aujourd'hui. Oui. Tu es en train de Ouais. commencer à nous partager, ta transition professionnelle. Hem, Est-ce que tu te souviens quels ont été les chantiers, les étapes qui t'ont amené à cette décision à la fin du coaching? Enfin, pendant le coaching? Il y en a eu plein. Je pense que, comme tu disais, tu nous as vraiment amené à commencer par travailler sur nous-mêmes, puis petit à petit à explorer ce qu'il y avait ailleurs. Je pense déjà en commençant à travailler sur moi-même, ça a commencé un peu à cogiter. Et c'est quand on a fait les interviews. Mais ça a été, je pense, un de mes tilts. En gros, on avait listé à l'avance plusieurs métiers qui nous aient envie. Moi, j'avais pris en plus des métiers ingénieurs pour savoir si ce que je vivais, c'était normal ou voir ce qu'il y avait ailleurs. Et j'avais mis d'autres métiers plus artistiques, mais il y avait de tout. Il y avait de l'artisanat, il y avait du graphisme, il y avait bijoutier, il y avait vraiment plein de choses. Et c'est la discussion et la rencontre avec ces personnes et de me rendre compte qu'on me répondait. Parce que quand j'étais en école d'ingénieur, on avait eu un petit peu cet exercice et j'avais eu très peu de retours d'ingénieurs. Et donc, quand on a commencé l'interview, je me suis dit, bon, bah, je vais me retrouver avec des portes fermées comme à l'époque. Pas du tout. Les gens ont vraiment été hyper ouverts à la discussion et à l'échange. En fait, tu nous avais dit au départ d'interviewer peut-être 5-6 personnes. Bon, bah, moi, j'en ai interviewé plus d'une vingtaine, en fait. Ça a commencé, Marie-Élise, ouais. dans son élan, Mais j'adore. c'était parce que tu commences à. Comme je savais pas sur quel métier autrement me tourner, je ne savais pas encore si c'était la reconversion ou pas. Et c'est au fur et à mesure d'interviews, je me suis dit, tiens, ce métier il me plaît, ça aussi. Je me vois bien là-dedans. Et du coup, j'avais besoin d'interroger un maximum de gens sur ces métiers qui m'intéressaient pour être sûre. Parce que je voulais pas me retromper une autre fois si jamais je changeais de Mmh. métier. Et là, j'ai commencé à Ouais. réfléchir à est-ce qu'on va changer de métier. À quel moment c'est arrivé, cette brèche où tu t'es dit: «Bah, en fait, peut-être que c'est pas ingénieur ou ingénieur sur une autre spécialité»? C'est vraiment pendant ces échanges, dans ces Mmh. discussions, de voir que j'avais des a priori qui étaient des a priori et euh, de voir que c'était possible aussi. Parce que j'ai interviewé des gens qui étaient issus d'écoles, mais aussi des autodidactes, des salariés, des entrepreneurs. Euh, donc, je ne sais pas si je dévoile direct le Bah, métier, ouais, mais tu vois, dis-nous, dis-nous. j'ai Ouais. interviewé beaucoup de graphistes et de motion designers. Mmh. Et j'ai essayé d'interviewer le plus de personnes différentes de ce métier. Parce que derrière graphiste, en fait, tu as plein de choses. C'est-à-dire motion designer, tu as la 2D, la 3D, à son compte en studio, studio, mais en studio jeux vidéo, film, pour agence de pub. Enfin, c'est très varié. Et justement, plus j'ai commencé à avoir envie de me tourner vers ces métiers-là, plus j'ai interviewé de Mmh. personnes différentes et plus j'étais là, ouais, c'est ce que je veux faire. En fait, c'est pas du tout ingénieur, c'est ça. Comment tu l'as vécu, du coup, cette, nouvelle idée? Est-ce que ça a été une évidence et à partir du moment où tu as eu l'idée, tu t'es dit: «OK, c'est bon, j'y vais, ma décision est prise» ou est-ce qu'il y a eu des étapes? Il y avait une dualité. Il y avait une partie de moi qui était là, vas-y, fonce. Il y avait une autre partie qui était comment j'en parle à mon entourage
comment je fais, qu'est-ce que ça veut dire aussi de moi? Parce que pour moi, changer comme ça, c'était forcément ça. J'avais l'impression que j'allais être une personne instable pour les autres. Ce virage 360. J'ai des proches qui m'avaient encouragée, tu vois, à être ingénieur. Quand j'ai des proches, tu avais commencé par mes profs, parents, grands-parents. Et j'avais un peu peur de la confrontation, de leur dire, écoutez, j'ai fait 5 ans d'études, j'avais un super poste et je recommence à zéro. C'était un peu ça. Ça s'est super bien passé. Je suis même très fière de comment ils ont réagi, les échanges qu'on a eus suite à ça. Donc en fait, j'ai eu peur pour pas grand-chose, mais sur le moment, tu vois, il y avait ce truc de est-ce que vraiment je le fais ou pas, à cause de ça en partie. Et après, il y avait aussi sur la faisabilité, comment on fait. Bah oui, Mais il y avait c'est toujours très cette important. petite voix au fond qui était là, mais si, tu vas voir, ça va être trop bien. Mmh. Ponce. Et juste pour revenir sur l'idée du graphisme, tu disais que il y avait eu des rencontres qui t'avaient fait te dire que c'était possible, qui t'avaient enthousiasmé, etc. Est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as eu ce fameux tilt dont tu parlais, où tu t'es dit, bah, en fait, là, je sais que c'est ça, et donc, du coup, il va falloir que j'en parle autour de moi, que je mette en place un plan d'action pour que ça arrive. Est-ce que tu te souviens d'un moment particulier? En fait, il n'y a pas eu un titre, pour moi, il y en a eu plusieurs. Je te parlais d'interviews, mais en y repensant, il y en a eu d'autres. Tu vois, ça a commencé avec, c'est tout bête, hein, mais l'art plastique au lycée. Vraiment, j'étais obsédée par l'art plastique au lycée. Ça, c'était, je pense, première pensée. Sauf que quand je disais, bah, beaux-arts, ça me parlait pas. Tu vois, on m'aurait parlé des arts appliqués. Je pense que la biologie, elle serait passée sous le tapis. Mais je ne connaissais pas ça. J'ai découvert les arts appliqués pendant mon stage de 6 mois. Donc, j'ai découvert le motion design via le festival Motion. Je trouvais ça trop bien. C'est pour ça que, tu vois, je te parlais tout à l'heure que j'avais commencé à toucher la suite Adobe parce que mon copain l'avait. Bah, ça vient de là. Tu vois, et puis même toucher un petit peu, pareil, ça commence c'est pour moi un loisir, mais ce loisir finalement était quand même bien présent. Puis après, il y a eu les interviews. Et, et ouais, je pense que c'est tous ces petits tilts qu'on fait qu'à un moment donné, bon, bah, allez, go. Et aussi le fait qu'on avait travaillé ensemble sur la faisabilité. Tu vois, sur est-ce que financièrement c'est possible? Est-ce que j'ai les ressources internes, externes pour le faire? Qui rassurent en fait et qui on se rend compte pareil, on déconstruit pas mal de choses. J'étais persuadée que j'étais trop vieille alors que pas du tout. Tu sortais d'école. Oui. Donc c'est toutes ces petites choses, je pense, c'est plein de petits tilts petit à petit qui m'ont fait que. Génial. En fait, tu as retracé les différents indices qu'il y avait déjà sur ton chemin, bien avant le coaching d'ailleurs. Ça faisait déjà partie de ta vie. Mais le coaching, ça les a réalignés ensemble. Ouais, en tout cas, tu as mis je vais faire une métaphore, mais c'est comme si tu avais une lampe torche, tu vois, qui mettait la lumière sur certaines choses. Et tu pouvais très bien être ingénieur parce que tu avais aussi tout autant de tilt qui faisait que tu pouvais suivre une voie scientifique. Mais il n'y avait pas la lumière sur les choses qui faisaient que ça pouvait aussi être une voie plus créative aussi. Toi, dans ton entourage, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient ce type de métier Pas du tout. Pas dans les sciences? Non, pas du tout. Non. Est-ce que tu penses que ça a joué aussi dans tes réflexions, en tout cas dans tes premières réflexions pré-études, que ça soit moins une option finalement le côté créatif et graphisme? Complètement. Dans mon entourage, j'ai pas d'entrepreneur, j'ai pas de graphiste. Je dis entrepreneur parce que aujourd'hui je suis à mon compte et pareil, ça a été un sujet puisque j'ai pas de modèle dans mon entourage. Il a fallu que je me crée ces modèles. Pareil pour tout ce qui était graphisme et motion. Je te dis, j'ai découvert le motion design en 2022. En 2022 au Motion Festival. Mais alors que le motion est présent partout, c'est juste que j'avais pas le mot dessus. Non, dans mon entourage, c'est plutôt des profils scientifiques. Aussi peut-être pour ça que je suis partie dans les sciences, mais pas que. Je sais que l'école où j'étais a eu une grosse, le lycée où j'étais a eu une grosse part là-dedans. Ouais, mais c'est normal aussi tu vois, c'est une forme de culture du travail et de voie qu'on peut emprunter.
Et je dis souvent aux gens que j'accompagne aussi, c'est pas anormal aussi d'arriver dans une voie quand on a une culture familiale sur un certain secteur. Parfois, c'est un métier précis, etc. C'est juste que quand on sent qu'on peut avoir des appétences pour d'autres choses, bah, du coup, ça demande un travail pour mettre la lumière sur d'autres voies qui sont possibles. Mais c'est intéressant aussi de se dire que c'est pas une fatalité, pas Non. dans le mauvais sens du terme, parce que parfois c'est super et ça matche très bien pour les personnes concernées. Mais si il y a d'autres appétences, d'autres envies, bah en fait, il y a des chemins qui sont Ouais. possibles aussi pour sortir de la culture du travail familial, quoi. Ouais, et puis c'était même pas que familial, c'est que si je reprends mes amis du lycée, d'aujourd'hui, il n'y en a aucun qui est dans ce domaine. Ceux qui étaient littéraires, ils sont vraiment partis dans les langues. Ceux qui étaient en ES sont vraiment partis dans du marketing ou de l'économie. Et puis nous qui étions en S, ont vraiment été prédestinés à être médecins, ingénieurs. C'était très fermé. Enfin, je n'avais pas de modèle même dans mes camarades, dans ce qu'ils avaient envie de faire, d'aller là-dedans. Donc vraiment, c'était même pas un sujet, ça n'existait pas. Ouais. Nulle part. Ouais. C'est hyper intéressant. Et du coup, Rework, ça a duré 3 mois et demi, je pense, 4 4 mois, mois, ouais. c'est plus, 4 mois. Quels ont été les résultats de ce coaching collectif? J'ai changé de métier. J'ai changé de métier, j'ai changé d'état d'esprit, j'ai évolué en fait, je pense, professionnellement et personnellement. Même mon rapport au travail, en fait, il a évolué. On parlait tout à l'heure un petit peu, je te disais quand tu me posais la question sur mon rapport intime au travail, moi, il y a une question identitaire qui avait commencé de travailler avec Rework et qu'aujourd'hui, je me rends compte que le travail, pour moi, c'est une question identitaire aussi. Qu'est-ce Personnellement. que tu entends par là? Ça a été quoi le cheminement identitaire? Qu'est-ce qui a évolué dans qui tu es et dans ton rapport au travail? Quand j'étais ingénieur, je m'identifiais comme ingénieur, mais personnellement et professionnellement parlant. C'est-à-dire, quand tu me demandais de me présenter, tu vois, ta question, présente-toi sans parler de ton travail, je pense que j'aurais joué qu'à moitié le jeu. Je me serais présentée en mettant des qualificatifs liés à mon travail, en mettant en avant des compétences liées. Euh, donc, quand j'étais ingénieur, j'étais qu'une ingé. Et vraiment, j'insiste sur le qu'une ingé. Quand on a commencé Rework, là, ça a totalement éclaté. Je ne savais plus qui j'étais. C'était un peu un reset intense, du coup. Quand j'ai fait ma reconversion au début, je m'identifiais encore un peu comme ingénieur et graphiste. J'ai repris des études. Je parlerai peut-être des étapes de ce changement. Ouais, bien sûr, on va en parler Quand j'ai après. repris les études, début de mon master, j'étais encore ingénieure et pas du tout créative. Et justement, j'avais du mal à me faire travail de groupe, à me positionner sur la créa. J'étais beaucoup sur l'orga, la gestion de projet, ce genre de choses. Deuxième partie du master, là, c'était l'inverse. J'ai complètement rejeté ma part ingénieure. J'étais une créative, point. Et si on me faisait la remarque comme quoi j'étais organisée, tout ça, je le prenais mal. Je le vivais pas bien. J'étais non, non, je ne suis plus ingénieure, c'est fini. Maintenant, je suis une créative, je suis graphiste. Et aujourd'hui, je suis les deux. Mais je ne le vois plus que comme une identité professionnelle, mais aussi personnelle. Pour moi, ingénieur, c'est un état d'esprit, c'est un cheminement de pensée que j'ai toujours aujourd'hui. Et je pense que j'ai toujours ce cheminement que m'a appris l'école, que j'ai eu pendant le temps où j'étais ingénieur assurance qualité fournisseur et qui me correspond. Et en même temps, je suis une créative. Quand on me dit de me présenter professionnellement parlant, je me présente comme une graphiste, infographiste qui utilise le motion. Mais au fond, je suis une créative. Je suis pas que graphiste, je suis pas que motion designer, c'est un tout. Donc voilà, ta question d'identité, elle a beaucoup évolué en 3 ans. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ce que tu décris, c'est qu'on peut avoir plusieurs facettes de soi, Complètement. et dans le perso et dans le pro. Et que parfois on a un peu une vision polarisée de ce que doit être la vie professionnelle. Est-ce que je dois être tout l'un ou tout l'autre?
Et toi, j'ai l'impression que le cheminement que tu as fait après Rework, en reprenant tes Ouais. études, en te lançant à ton compte, tu vas nous raconter tout ce que tu as fait, c'est qu'en fait, tu as trouvé un chemin pour que les deux cohabitent, en fait. Ouais, complètement. Et puis, s'il y a autre chose qui arrive, il y aura autre chose qui arrive. Maintenant, Ah ouais, tu sens que maintenant, tu as ouais, je suis ouverte. ce rapport-là. Ok. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet état d'esprit-là? En fait, avant Rework, quand j'étais ingénieur, ma carrière a été tracée. Mais dans ma tête, il y avait un plan. C'est-à-dire que je vais faire un stage dans une PME pharmaceutique ou dans un groupe pharmaceutique. Pourquoi le groupe? Parce que sur le CV, le nom du groupe, c'est intéressant. La PME, parce que potentiellement, je vais faire plus de missions que dans un groupe. Parce que comme c'est une PME, et ben, on est plus touché à tout. Donc, je touchais à plus de choses. Donc déjà, le choix du stage, il n'a pas été anodin. Pourquoi la Ouais. pharma? Parce que quand tu es en qualité, ma perception de la chose, c'était si tu veux faire de la qualité, la pharma, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, en tout cas avec mes études. Mhm. Mais par exemple, si je voulais faire de l'agroalimentaire, et ben, c'est plus facile de faire pharma et de partir en agro que de faire agro et de partir en pharma. Parce qu'en pharma, tu as beaucoup plus de normes, c'est beaucoup plus complexe. Donc pour pas me fermer de porte, il fallait un stage en pharma. J'ai eu mon stage en pharma dans ma petite PME. Euh, Suite à ça, c'était OK, quelles compétences je vais développer pour être au top? Et ben, je suis devenue auditrice interne pour pouvoir être après auditrice externe et ainsi de suite. Et en fait, à chaque fois, c'est pas que j'avais une sorte de plan de carrière qui se dessinait. Quand je suis sortie de Rework, je l'avais encore un peu, mais on avait quand même bien déconstruit la chose. Aujourd'hui, j'ai plus un plan de carrière très précis. Euh, j'ai des envies. Évidemment, je mets des actions en place. Je ne vis pas non plus au jour le jour. Mais aujourd'hui, je ne m'enferme plus euh, dans un plan de carrière hyper strict, hyper défini. Je m'en donne un à court terme, moyen terme, en me disant si jamais je change, c'est pas grave. C'est ça. Génial. Ça me fait tellement plaisir de l'entendre. Mais en plus, quand je t'entends, je me dis, bon, il y a 4 ans, je travaillais déjà sur ces questions-là parce que j'en étais persuadée, sur le fait que nos carrières n'allaient plus être linéaires, que les transformations du travail d'il y a 4 ans faisaient qu'on n'allait pas vers ce modèle, etc. Et là, depuis 1 an, on parle Ah d'IA bah et c'est d'autant plus vrai ce que tu dis oui. aujourd'hui, c'est que on va toutes et tous, qu'importe notre métier, notre background, avoir besoin de cette ouverture, de cette résilience. Donc, je suis très contente que tu aies pu l'intégrer il y a déjà 3 ans et demi, parce que vraiment, je suis persuadée que on va vers cette Ouais. non-linéarité des carrières. Donc, ça me fait plaisir de l'entendre des années plus tard. Est-ce que ce chemin identitaire dont tu parles, tu dirais qu'il a été tout au long là de ces 3 dernières années et demie? Depuis quand tu te dis, OK, ça peut cohabiter? Ça a pris combien de temps ce cheminement-là? J'ai dû me le dire à la fin du semestre, donc puis le mois de mai dernier, donc mai 2025. Mhm. Voilà, on a fini Rework en 2020, février 3. 2023, donc entre le moment où j'ai quitté Rework et le moment où vraiment c'est comme ça, il s'est écoulé 2 ans. Tu vois, là, l'identité, Mhm. elle est posée, mais tu vois, je me suis lancée à mon compte. Je pars du principe que je suis en train de créer mon métier, à Mhm. Alors terminer. raconte-nous du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quelles études tu as choisies pour y arriver? Alors aujourd'hui, je suis graphiste et je suis en train de me développer en tant qu'infographiste avec des outils comme le motion design au service de la communication. Donc, par exemple, je vais créer des identités visuelles, je vais créer des infographies qui vont être propres à chacun pour justement pouvoir communiquer sur sa marque. C'est quoi la différence entre graphiste et infographiste? Je suis pas calée. Alors, le graphiste, tu vas être sur l'identité visuelle, sur du design, et l'infographiste, en soi, c'est une branche du graphiste. Euh, Tu vas créer ce qu'on appelle des infographies. Donc, par exemple, quand tu regardes les affiches de sensibilisation de campagne de vaccination, c'est une infographie. Donc, on va te transmettre un Mmh. message avec des données. Et comme, là, je disais, j'ai toujours ma part d'ingénieur, j'aime toujours la santé, la pharma, pour ce qu'il peut apporter aux gens. Et j'ai le vocabulaire, je peux parler avec ces groupes. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui développer, c'est pour ça que je suis en transition encore, c'est que je fais l'identité visuelle aujourd'hui.
J'ai déjà accompagné plusieurs personnes là-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais développer, c'est de l'infographie. Donc, c'est pouvoir transmettre un message grâce à un visuel un peu plus, pas scientifique, mais un peu plus construit avec de la donnée que juste une illustration. Et je dis juste entre guillemets, parce que une illustration, c'est déjà quand beaucoup même... de travail. Voilà. Est-ce que tu te vois développer cette activité dans un secteur en particulier ou tu te laisses les portes ouvertes sur les secteurs Je avec commence lesquels par ce que bosser? je maîtrise. Donc, ça va être santé, pharma, e-santé, tout ce qui est le domaine de la biologie, en fait. Un petit peu petite enfance, parce que j'ai fait un travail en master sur une start-up sur la petite enfance. Mais je me ferme pas de porte. C'est-à-dire que si y a un projet, je sais pas, sur l'alimentaire, alors que je suis pas trop dans la food, dans la cosmétique, alors que c'est pas des domaines aujourd'hui où je suis, où j'ai été en tout cas, why not? Avec plaisir. Mais là, c'est trop intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, tu fais le pont avec tes études, ta première Ouais, partie de vie pro, et tu t'en sers pour lancer ta nouvelle c'est activité. ça. Et ça, c'est très important. On ne fait jamais des choses perdues. Non, Et ça, c'est un truc que j'entends beaucoup aussi. Et je pense qu'on l'avait pas mal entendu aussi dans cette édition de Rework à l'époque. C'est que on ne perd jamais ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on non. a bossé 5 ans, 10 ans dans un secteur qu'on s'y retrouve plus du tout, qu'on ne retrouvera jamais un lien. Mais je vais même aller Tu vois, plus loin que ça. C'est que là, tu vois, l'infographie, c'est un peu une évidence parce qu'il y a un côté un peu scientifique, transmettre quelque chose, sensibiliser. Mhm. Mais tu vois, quand j'accompagnais les personnes que j'accompagnais sur l'identité visuelle, sur la création de leur marque, en tant qu'ingénieur, j'étais très procédurale. Enfin, j'ai mon processus expérience client sur le principe. Tu vois, j'arrivais avec un questionnaire, avec un échange. Je m'étais vraiment fait ce cadre que certains de mes camarades, par exemple, parce j'ai surtout fait ça en parallèle du master, que Mhm. mes camarades n'avaient pas forcément. Et ça, tu vois, ça m'a servi. Par rapport à mes camarades, où eux, ça faisait déjà 5 ans qu'ils étaient dans ces études-là, moi, du coup, 2, Mhm. bah, j'avais autre chose. Et c'est autre chose, bah, c'est ma part d'ingénieur qui fait que c'est organisé, cadré. Euh, donc, tu Qui le est une réutilises, en force fait. Ouais, singulière. Ouais, tu le exactement. réutilises. D'une autre manière, peut-être pas la manière dont tu le pensais, mais tu le réutilises. Et alors, je me souviens que ce fut une grande discussion pendant Rework. Reprise de master ou pas reprise de master? Comment t'es arrivé au bout de cette question? En fait, après Rework, je me suis lancée à mon compte une première fois. Euh, Parce que à Rework, on discutait effectivement de reprendre des études ou pas. Et quand j'étais à Rework, ma reprise d'études n'était pas pour des bonnes raisons. C'était pour me rassurer. C'est-à-dire? C'était pour me Mhm. rassurer, c'était pour avoir le papier, le diplôme, c'était pour me sentir légitime. Alors qu'il n'y a pas besoin en fait de ça pour se sentir légitime. Euh, mais tu vois, quand je me suis lancée, j'ai accompagné un peu les premiers clients et je me suis auto-formée en parallèle et c'était compliqué. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait des choses. Et là, en fait, quand j'ai repris des études, j'avais ma checklist de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Est-ce que ce que je pense avoir besoin, c'est une peur que j'essaie de combler, ou est-ce que c'est vraiment un vrai besoin que je ressens? Et finalement, j'ai repris des études, mais avant, j'ai appelé je ne sais pas combien d'écoles. J'ai pas pris Mhm. n'importe quelle école. Je voulais quelque chose en alternance parce qu'il fallait financer. Ensuite, je voulais pas m'enfermer dans du graphisme pur ou du motion pur parce que c'était deux choses qui m'intéressaient beaucoup. Mais est-ce qu'il n'y avait pas d'autres choses? Puisque je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le motion et le graphisme avant, est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne connais pas? Je pourrais découvrir. Donc du coup, je suis partie en direction artistique. Mhm. Après, c'était études longues, études courtes, parce que je repartais pour 5 ans. Combien de temps j'étais prête à dédier? Moi, je m'étais fixé 3 ans. Et moi, j'étais prête à partir en bachelor 3. Finalement, comme j'avais eu des clients à mon compte, on m'a prise en master directement. Et puis aussi parce que je m'étais auto-formée. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais pris des cours domestica, j'avais vraiment fait pas mal de petites choses pour Je me montrer que souviens. techniquement, je pouvais suivre, Mhm. montrer. Et du coup, bah, le master en direction artistique digitale a commencé en 2023, septembre 2023. Septembre 2023, du Ouais. coup. Ouais.
Alors, je me souviens de discussions avec toi où je te disais, presque je poussais un peu, je te disais, mais essaie de vendre une première Oui, prestation, même si c'est pas très cher, essaie de ouais, proposer quelque chose, etc. Et si mes souvenirs sont bons, tu l'avais eu, oui, j'en ai deux. ce premier J'ai client. deux T'en as eu clients. deux. J'ai Yes. eu une personne que tu avais accompagnée qui connaissait quelqu'un que j'ai recontacté. Toi, tu m'avais Oh là dit, là, en fait, tu as accompagné je quelqu'un, me tu souviens m'as dit plus. appelle cette personne, tu vas voir, vous allez avoir il va y avoir du Ah, feeling. attends, ça me dit quelque Je crois chose. qu'elle s'appelait Marie, mais j'ai un doute. Oui, oui. Marie qui était passée sur le tilt aussi il y a bien 5-6 ans maintenant. Marie, ouais, exactement, Et tout à fait. elle m'avait donné le nom d'une personne que je vais recontacter, donc j'ai fait du motion pour cette personne. Et j'ai ma boîte d'ingénieur, donc ma boîte pharma, où je leur ai dit que C'est je me lançais vrai, à mon compte. Ils m'ont mais dit, c'est écoute, on vrai. a des fiches produits à faire, est-ce que ça t'intéresse? Là où je connais le produit, oui. Voilà. Génial, j'avais oublié ce partenariat avec ton ancienne boîte. Mais là, ce que tu dis, c'est très intéressant parce que comme tu avais fait cette démarche d'avoir des clients, de Mmh. te former Ouais. toi-même, etc., tu as finalement économisé une année d'études. 2, 3. Bah, Non, mais c'est dingue. parce qu'en fait, euh, dans les arts appliqués, souvent, t'as les 2 premières années, c'est un peu comme en ingénieur, la année de prépa, où tu dois beaucoup dessiner, beaucoup faire de la peinture, de la sculpture. En fait, tu touches à toutes les formes d'art. Bah, déjà, un, c'est Mhm. pour toi de développer ta technique. Et de deux, bah, savoir par quoi tu veux tourner. Est-ce que c'est de l'animation, de la 3D, de la sculpture? Comme tu as touché à tout, tu as une première idée. Et Mhm. souvent, ils étaient, dans les écoles que j'ai contactées, ils étaient là, bah, comme vous n'avez pas fait cette prépa, on a peur que le niveau soit pas assez. Donc, va falloir la refaire. Moi, ça me plaisait pas parce que je me voyais pas revenir avec des personnes post-bac, du coup, où tu es Ouais. forcément en initiale, pas d'alternance quand tu fais ces prépas-là. J'ai dit prépa, c'est pas le bon terme, mais c'est dans l'état d'esprit, ça te prépare à la Mhm. suite. Donc je me sentais pas en fait de reprendre à ce niveau-là. Là où le bachelor 3 ou licence 3 en fonction de où tu vas, j'ai trouvé que tu continues un peu à toucher à tout, continues à te développer. Mhm. Et ça me correspondait plus aussi parce qu'avec mon passé, ben, j'avais déjà la gestion de projet, discuter avec un client ou un fournisseur, il y avait OK, analyser un brief, comme je l'avais vu avec des clients, j'avais commencé à le toucher du Tu doigt. savais le Et faire. puis, Mhm. comme j'étais aussi autodidacte, j'avais déjà commencé à développer les techniques. Tu vois, j'ai repris le dessin, je me suis formée sur la suite Adobe, Mhm. j'avais des productions qui n'étaient pas dignes de grands studios, mais j'avais quand même pas rien non plus. Pour moi, j'avais pas la sensation, en tout cas, de partir de zéro. Donc, j'avais pas envie de repartir sur des études de zéro. Pourtant, plusieurs écoles m'auraient refait partir, en fait, à ce niveau-là. Ouais. Mais c'est dingue. Enfin, en fait, c'est chouette que le fait que tu aies mis tous les Ouais. efforts pour faire en sorte que tu aies des productions, tu aies une forme de portfolio, tu aies des premiers clients, etc., bah, tu n'arrives pas avec la même posture dans ta reprise d'études, en Non. fait. Ça, c'est hyper Puis important, c'était je réfléchi. pense. Si je reprenais pas des Mhm. études pour reprendre des études, contrairement à ce que j'avais en tête avant, je Mhm. reprenais des études parce que je voulais un certain nombre de compétences que j'avais identifiées et que j'avais pas. Là, je pense que le message que tu es en train de passer, il est vraiment crucial. C'est-à-dire que s'il y a reprise d'études, ce Et, qui évidemment peut faire partie du parcours de chacun, chacune, Euh, il faut savoir dans quelle intention tu le fais, qu'est-ce que tu vas chercher avec ces études et pas faire les études pour combler une forme de peur ou de manque de reconnaissance, etc. Ça, c'est puissant, quoi. J'imagine que tu n'as pas eu la même manière de consommer les cours, non, de te projeter avec ouais. toute la matière auquel tu as eu accès pendant cette formation-là. Non, effectivement, j'étais beaucoup plus dans proactive. Génial. Et donc, tu as fait ce master. Ouais. Et quelles ont été les étapes ensuite jusqu'à là, on enregistre, on est en avril 2026, pour que tu puisses te lancer à ton compte et développer cette activité? Euh, alors déjà, pour développer cette activité, il y a eu le choix pendant le master des alternances. J'ai fait des alternances, du coup, dans des associations d'aide à l'entrepreneuriat.
puisque l'entrepreneuriat était une question. C'était un point Mhm. d'interrogation. Je ne savais pas si je voulais être salarié ou entrepreneur. J'avais fait un premier essai, du coup, de me lancer, enfin, de reprendre les études. Et oui, j'ai eu 2 clients, mais j'ai eu 2, 3 clients en 5 mois. Pas beaucoup. En tout cas, t'en vis pas. Et le fait de me lancer la première fois, j'ai eu pas mal de désillusions sur le métier entrepreneur. Ce que tu peux voir, je pense que je m'étais pas assez renseignée. Donc, pour être sûr d'être renseigné, puisque quand tu es graphiste et motion designer, pardon, tu as de grandes chances de finir à ton compte. Je m'explique quand je dis ça, c'est que quand tu regardes les stats, c'est 68% des motion designers sont à leur compte. Alors c'est des Ok. choix des fois, mais c'est aussi Mhm. une réalité du terrain, c'est qu'on a des métiers où on est sur du projet. Donc on va venir te chercher pour des projets, donc souvent tu vas travailler avec des agences ou autres. Donc il y avait dans ma tête cette possibilité d'être entrepreneur qui était quand même très élevée. Donc on va pas faire n'importe quoi, on va faire des alternances dans ce domaine. Donc ça a commencé par ça, 2 alternances complètement différentes, puisque la première c'était sur des entrepreneurs qui allaient embaucher des personnes, donc qui étaient déjà à un niveau de leur activité, dans une vision qui n'était pas au lancement. Donc ça m'a Mhm. permis de voir une manière d'entreprendre. Et deuxième alternance, là, on était sur des personnes qui étaient soit en création totale, genre ils étaient Mhm. cadres et puis maintenant ils veulent développer leur activité, des personnes qui étaient au RSA, c'est-à-dire que leur activité Mhm. commençait à prendre, mais ça ne leur permettait pas d'envie de vivre pleinement. Donc là, j'ai eu plein de profils différents, plein de métiers différents. Ça allait du graphiste au plombier, à la RH, expert comptable, il y avait vraiment de tout. Et le fait de voir cette diversification des personnes, des métiers d'entrepreneurs, tu te rends compte qu'il n'y a pas un métier d'entrepreneur, mais des métiers en fonction de Mhm. comment tu gères ça. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelait cet organisme? C'est la Maison Initiative Entrepreneuriat. C'est aussi eux qui Ouais. m'accompagnent aujourd'hui, en l'accompagnement. Mhm. Euh, c'est une association qui est vraiment sur Bordeaux. C'est la Mhm. région qui propose en fait un dispositif et tu as des partenaires et la Maison Initiative Entrepreneuriat est partenaire. Euh, Et du coup, donc toi, dans les étapes de ta propre transition pro, donc il y a eu ce master, et Il y a eu ensuite, ces tu alternances as aussi. les Ouais. alternances, et là, t'en es où du coup aujourd'hui? J'ai fait une petite pause en fin d'année dernière. Je Mhm. suis partie voyager avec mon chéri. Et on est Génial. revenu. Et finalement, j'ai passé le début de l'année avec mes proches. Et la question s'est posée fin janvier, début février. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reprends le salariat ou est-ce que tu te mets à ton compte? J'ai cherché au début en salariat, pour être honnête. Les métiers que Mhm. je trouvais, les offres que je trouvais me convenaient pas en fait. C'était soit c'était la boîte qui m'allait pas, soit c'était l'offre. Après, il y a aussi, on est aussi dans un contexte où il y a peu d'offres, officielles. Il faut aller creuser, il faut aller chercher, réseauter. Mhm. Et j'ai commencé en fait à penser à mettre à mon compte. Et j'ai retrouvé du coup mes anciens collègues où je leur parle un peu de mon projet et ils m'ont dit si tu veux, on t'accompagne. Là, ok, Génial. pourquoi Trop pas. bien. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Et depuis que j'ai vraiment décidé de me mettre à mon compte, j'ai pas envie de dire que c'est que du plaisir, mais je me sens vraiment alignée en fait par rapport C'est à génial. ce que ça pouvait être avant. Là, Qu'est-ce qui fait que tu es alignée je aujourd'hui? crée mon métier. C'est déjà les rencontres que je fais. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Je fais pas mal d'événements. J'ai rejoint un réseau professionnel. Euh, c'est toutes ces rencontres qui font que ça me motive, ça me donne beaucoup d'énergie. Mhm. Et c'est le fait de construire aussi. Comme je te disais, le travail, je suis prête à lui donner autant de place dont il a besoin. Moi, ça ne me dérange pas de travailler par exemple le week-end, ça ne me dérange pas de travailler le soir, à condition qu'il y ait une flexibilité pour le perso. Je t'avais parlé de problèmes familiaux. C'est toujours l'actualité aujourd'hui. Bah, je vais pouvoir me dire si j'ai une urgence, pouvoir retourner sur Nantes. Mhm. Euh, voilà. Donc en fait, le fait d'être à mon compte, ça me donne cette liberté-là. C'est pas facile, à son compte. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut pas. C'est pour ça que je me fais aussi accompagner. Il n'y aurait pas eu cet Mhm. accompagnement, je suis pas sûre que je me serais lancée comme ça tout de suite. Mhm. Mais là, j'ai mon cadre qui est en train de se créer petit à petit.
Et ça me plaît en fait de me dire que je ne fais pas non plus que la créa, même si j'adore la créa. De temps en temps, on a un peu le syndrome de la page blanche, parce que c'est quelque chose qu'il faut nourrir. On ne peut pas être à 100% que dans du créatif. Et le fait d'avoir d'autres choses à côté, comme du coup la création de mon entreprise, faire un peu de stratégie, ça me plaît La aussi. prospection. Non, ça par contre, non. Ça va pas pousser. Mais Tu viendras, tu viendras. il y en a qui le voient comme un jeu. Je le vois pas encore Ouais, trop, peut-être un jour. Mais c'est ouais. le fait de créer quelque chose de sur mesure qui me plaît. Mhm. Génial. Et qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans tout ce process ces 3 dernières années et demie? Ce qui m'a le plus challengé, je pense, c'est de réussir à m'affirmer tout en ayant conscience que je suis quand même dans un écosystème familial, personnel. Trouver cet équilibre, en fait, pro-perso, Mm. Ouais. ça a été le plus compliqué, je pense. Ouais, s'affirmer et Mm. l'équilibre pro-perso. Et qu'est-ce qui t'a donné le plus d'énergie dans cette aventure-là? Les rencontres. En vrai, les Mm. rencontres. Ça me prend beaucoup d'énergie de faire pas mal d'événements, mais en fait, ça vaut vraiment le coup. Euh, Pouvoir discuter avec des personnes qui sont soit du même métier, mais de milieux différents, on a un autre Mhm. aperçu. Ou discuter avec des personnes qui sont exactement comme moi. J'ai rencontré des graphistes qui étaient autodidactes. C'est aussi rencontrer des entrepreneurs où ils vivent la même chose que moi, en fait. On n'est pas seul. Mhm. Pouvoir discuter de tout ça, de ces réalités, ouais, c'est ce qui donne, je pense, le plus. Génial, trop bien. Ouais, on a fait un bon Ouais. tour quand même. Et est-ce que tu aurais un conseil ou un dernier, une dernière réflexion à partager à celles et ceux qui nous écoutent là aujourd'hui et qui ont envie de changement dans leur vie pro et qui s'apprêtent peut-être à faire une même traversée que ce que tu as fait ces dernières années? Entourez-vous et allez à la rencontre des gens. Par exemple, aujourd'hui, j'ai rejoint une association sur mon statut de micro-entrepreneur, Mhm. qui est l'Union des auto-entrepreneurs. Et la personne qui a créé le statut est le président de cette association. J'ai découvert le régime fiscal qu'il y avait derrière. Ça peut faire peur ces mots-là, mais en fait, c'est hyper important pour pas faire de bêtises. Et puis, pour se rassurer aussi et avoir des conseils. Je parlais des interviews tout à l'heure. Si j'avais pas rencontré ces personnes, je n'aurais pas changé. En fait, je serais restée là-dedans. Parce qu'on a beaucoup d'a priori, c'est normal. Et le fait de voir des choses complètement différentes, ça permet de casser un petit peu ces a priori. Mhm. Et le fait de s'entourer, de rencontrer des personnes, même comme nous, ça permet de se dire on n'est pas seul. Je te disais, j'ai personne dans mon entourage qui est entrepreneur, et ça a son importance. Ça veut dire que je peux leur partager les choses, mais ils vont pas le ressentir, le comprendre comment je le vis. Là où Ouais. aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui sont pas graphistes, mais qui sont dans les métiers de la communication et aussi entrepreneurs. Donc, même s'ils Mhm. n'ont pas les problématiques de graphisme, ils ont les mêmes problématiques que moi d'entrepreneuriat. Et Ouais. avoir des échanges, on se sent Des moins pairs, seul. c'est hyper Ouais. important. Ouais, je suis d'accord. Tu sais à quoi ça me fait penser ce que tu dis? Ça fait penser au monologue d'Otis. Tu sais, dans Oui, Astérix et oui, Obélix, Mission Cléopâtre, il dit si je devais résumer ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir des ouais, rencontres. c'est Et ça. ben voilà, Mais c'est ça. Otis arrive. C'est exactement ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est la qualité de l'environnement Mm. aussi qui permet de mieux vivre ce Ouais. qu'on est en train de construire. Et puis aussi d'avoir des aides concrètes, Mm. quoi. Donc, trop bien. On arrive à ma question finale, Marie-Élise, qui est ma question signature que tu C'est connais par cœur, terrible. évidemment. C'est si tu pouvais constituer ton board de rêve pour te conseiller tout au long de ta carrière, qui est-ce que tu mettrais dedans? En premier, je mettrais mon mari. Parce qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, c'est mon pilier, c'est ma ressource principale. Des fois, j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que moi, je me connais. Donc, T'observes. ouais, mais en fait, il me voit évoluer. Et ça, il évolue aussi avec moi, ça, c'est génial. Et puis, très bon conseil. Et très, très bon conseil. Donc, je dirais en un, mon mari. Pour les deux autres, je vais un peu tricher. Je vais pas mettre une personne, mais plutôt une typologie de personne. Mhm. Je mettrais un mentor créatif. Par exemple, j'ai vu Monsieur Brio en intervenant mon master, qui te challenge sur tes idées. Ça, je trouve que c'est hyper important, surtout dans nos métiers. Et en troisième, je mettrais quelqu'un qui me pousse à l'action. Quelqu'un qui me pousse à l'action.
Ça peut être mon ancienne responsable quand j'étais ingénieure, Valérie, qui, comme je disais, m'a donné suffisamment d'autonomie pour que je puisse m'exprimer avec un beau cadre. Mais comme ça peut être ma conseillère actuelle en entrepreneuriat, ou même toi, quand on a eu coaching Rework. Génial, c'est un très beau board. Marie-Élise, un immense merci pour le partage de ton parcours à mon micro. Merci à J'étais toi. vraiment trop contente de passer ce temps avec toi et que tu nous racontes tout ce chemin à la fois personnel, identitaire et professionnel et créatif. Et c'est chouette 3 ans et demi après d'avoir de tes nouvelles et de voir que tout ça est encore en chemin. Et comme tu le disais, les carrières sont de moins en moins linéaires, donc ça se trouve, on se reparlera dans quelques années. Tu me diras, je suis devenue pâtissière. Un autre métier, pâtissière, peut-être. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de pouvoir suivre les évolutions de chacun. Donc, merci beaucoup. Merci à et toi. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode du Tilt avec Marie-Élise. J'espère que son parcours et ses réflexions vous auront inspiré. Ce que je retiens de cet échange avec Marie-Élise, c'est qu'une transition professionnelle n'est pas toujours une rupture avec ce que l'on a été. C'est parfois une manière de réconcilier différentes facettes de soi et de construire une vie professionnelle plus alignée. Alors merci encore à Marie-Élise pour sa confiance, pour son partage et merci à vous pour vos écoutes fidèles. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Tilt. À bientôt!